Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter du cas de Dana Laskowski. J'ai essayé de baisser un petit peu le micro puisque plusieurs d'entre vous m'ont dit que l'on ne voyait pas mon visage avec le micro qui était devant moi. Moi j'essaye d'avoir surtout une meilleure qualité de son, donc j'essaye de faire au mieux et j'espère que la qualité sera bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du son sur cette vidéo. L'affaire qui va suivre est à mes yeux complètement terrible. Dana Laskowski, qui était une mère de 3 enfants, a vécu l'insoutenable de la part d'un de ses proches. Mais ce qui est encore pire, c'est de voir à quel point la justice a pu être laxiste envers ce criminel. Donc je ne vous en dis pas plus, et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Dana Laskowski. Dana Laskowski est née le 13 février 1965 à Puyallup dans l'état de Washington. Elle a grandi dans cette même ville qui compte environ 40 000 habitants, où il fait bon vivre et qui est située à seulement une trentaine de kilomètres au sud de Seattle. Enfant, la petite Dana a été décrite comme une petite fille très heureuse, pleine de vie, qui a toujours un petit mot gentil pour ses proches. Elle était également très sociable. Elle pouvait devenir amie avec n'importe qui tant que le feeling y était, et c'est un trait de caractère qu'elle a toujours gardé, même en grandissant. Dana était également une artiste réussie et épanouie, un talent qu'elle a d'ailleurs hérité de son père Bill Laskowski, un artiste qui a été primé, ayant à son actif une carrière plus que réussie dans le milieu de l'illustration architecturale. Mais malgré son talent, Dana ne voulait pas en faire son métier. Pour elle, c'était surtout un moyen d'expression, un hobby, puisque ce qu'elle veut faire réellement, c'était de travailler avec les enfants. Dana souhaitait plus que tout ouvrir sa propre garderie. Elle était une personne très à l'écoute, très maternelle et attentionnée, le genre de personne à qui vous feriez entièrement confiance pour confier la garde de vos enfants. En plus de s'occuper des enfants des autres, ce que Dana désirait également, c'était d'avoir ses propres enfants à elle. Et la vie lui a souri puisque lors de l'année 1989, âgée de 24 ans, elle a rencontré son futur mari, un homme du nom de Sam. Le couple est rapidement tombé amoureux l'un de l'autre, ils se sont mariés et ont commencé petit à petit à tenter de fonder leur famille. Malheureusement pour eux, les choses ne se sont pas passées aussi simplement qu'ils l'auraient voulu, puisque pour des raisons médicales, malgré des mois et des mois à essayer de tomber enceinte de manière naturelle, Dana n'y est pas parvenue. Avec l'aide d'un traitement de fertilité, le couple a tenté d'avoir des enfants durant des années, jusqu'à ce que finalement, ça ait enfin fonctionné. Les futurs parents étaient évidemment aux anges, mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Puisque en effet, le traitement a fonctionné mieux que quiconque ne pouvait l'imaginer. Dana et Sam ont certes patienté des années pour réussir à enfin fonder leur famille, mais dès la première grossesse, Dana était enceinte de triplés. Bon, l'avantage de ça, c'est que si elle ne veut pas forcément de famille nombreuse, elle a juste à subir un accouchement, et hop, c'est fini, maintenant elle est tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Évidemment, Dana était excitée de devenir maman, c'était quelque chose dont elle avait toujours rêvé. Et les triplés sont nés durant l'année 1993, il n'y a eu aucun problème, rien du tout, 3 magnifiques bébés en parfaite santé. Malheureusement, avoir des triplés peut sembler être un réel défi, et ça l'est. Les 3 bébés étaient certes désirés, mais la situation d'avoir 3 enfants du même âge a mis à rude épreuve le mariage de Dana et de Sam. Suite à quoi, malgré 11 magnifiques années passées ensemble, ils ont décidé de mettre fin à leur mariage. Dana, accompagnée de ses triplés, a acheté sa propre maison à environ 3 heures de route de l'endroit où Sam vivait. Les ex-époux partageaient évidemment la garde des enfants, et malgré sa séparation, Dana a vraiment apprécié cette période de sa vie. Elle était encore jeune, incroyablement belle, et a finalement eu un peu d'indépendance dans sa vie, indépendance qu'elle n'avait pas forcément dans son rôle d'épouse. Épanouie et prête à soulever des montagnes, devant déjà s'occuper de 3 de ses propres enfants, elle a décidé qu'il était temps de réaliser son rêve et d'avoir sa propre garderie. Elle a donc ouvert son entreprise de babysitting et de gardiennage. Tout semblait aller pour le mieux pour cette jeune femme.
3 magnifiques enfants, un divorce qui se déroule bien, une nouvelle entreprise, mais contre toute attente, le 31 août 2001, tout a changé, réduisant à néant la nouvelle fille que cette jeune femme commençait à peine à se construire. Ce fameux 31 août, c'est l'une des familles pour lesquelles Dana travaillait qui a prévenu la police que quelque chose n'allait pas. Et malheureusement, ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Ce jour-là, Dana ne s'était pas présentée à son travail de nounou. Les parents des enfants dont elle était censée s'occuper ont décidé de prévenir les forces de l'ordre en voyant qu'elle n'arrivait pas et qu'ils ont remarqué qu'elle était injoignable. C'était très inhabituel d'une part qu'elle ne se présente pas et d'une autre qu'elle ne prenne même pas la peine de prévenir ses employeurs. Alors plutôt que de rester dans le doute et l'inquiétude, ils ont préféré demander à la police de faire un contrôle de bien-être. 2 policiers se sont rendus au domicile de Dana vers 11 h du matin, soit environ 3 heures après l'heure à laquelle elle devait être au travail. Un agent a alors frappé à la porte d'entrée, l'appelant, criant que c'était la police et qu'il était là pour s'assurer qu'elle allait bien. Mais n'ayant reçu aucune réponse de sa part, les policiers se sont promenés dans la cour et ont trouvé la porte arrière entrouverte. L'agent est entré, a regardé autour de la maison et s'est brusquement arrêté une fois arrivé dans le salon. Dans la pièce se trouvait une femme, d'apparence adulte, qui était allongée sur le canapé et qui ne répondait plus. D'après la description de l'officier, ils ont pu identifier visuellement la femme comme étant Dana Laskowski. Elle était allongée dans une position vraiment étrange, déformée et qui n'est clairement pas naturelle. Il y avait des abrasions évidentes sur son cou, une petite flaque de sang dans sa bouche ainsi que des abrasions supplémentaires sur ses coudes et ses genoux. L'un de ses bras était sous sa tête tandis que l'autre était derrière son dos et elle était tordue au niveau de la taille. Il semblait donc que quelqu'un s'était battu avec elle, l'avait tordue dans cette étrange position, l'avait étranglée, puis l'avait laissée dans la position où elle avait été assassinée. Il y avait également une couverture et un oreiller placés sur son corps. En général, les personnes qui meurent de façon naturelle ne se trouvent pas dans ce genre de position en étant totalement tordues, donc dès le départ, l'agent de police a pensé à un homicide. De plus, la maison était sans dessus-dessous et il semblait que quelqu'un soit entré par effraction et avait complètement saccagé l'endroit. Tous les tiroirs et les portes de l'armoire ont été laissées ouvertes. Le lieu donnait l'impression que quelqu'un cherchait quelque chose de précis, mais quoi? Les enquêteurs ont analysé la scène de crime et ont recueilli plusieurs éléments de preuve, y compris des poils et des fibres qui ont été trouvés sur le corps de la victime et tout autour de la maison. Ils ont également relevé les empreintes digitales partout où le tueur a pu mettre ses mains, et la scène de crime était difficile à voir pour les policiers. Il y avait des éclaboussures de sang sur le tapis, une fenêtre du sous-sol qui avait été brisée, et plus l'enquête avançait, plus il était évident qu'il y avait eu une lutte et que la fenêtre du sous-sol était peut-être le point d'entrée de l'assassin. L'autopsie de Dana a révélé qu'elle est morte d'étranglement. La pauvre femme a eu la gorge presque complètement écrasée, ce qui a conduit la police à croire que le tueur devait avoir une certaine corpulence. Effectivement, il aurait fallu quelqu'un de très fort pour lui infliger ce genre de dégâts à la gorge, tout en la tenant dans sa position étrange pendant qu'elle se défendait. Lorsque la police a dû prévenir les proches de la jeune femme victime de meurtre, autant ses amis que sa famille étaient complètement sous le choc. C'est choquant en effet d'entendre parler de quelqu'un qui a été tué, mais Dana en particulier n'avait aucun ennemi. C'était incompréhensible pour tous ses proches que quelqu'un ait voulu lui faire du mal. Elle était toujours chaleureuse et accueillante avec tout le monde, ce qui malheureusement a peut-être été la cause de son décès en rencontrant la mauvaise personne. Les employeurs de Dana, soit le couple qui appelait la police lorsqu'elle ne s'est pas présentée à son jour de travail, pensaient qu'ils savaient qui lui avait peut-être fait ça. C'était l'une des principales raisons d'ailleurs pour laquelle ils avaient décidé d'appeler la police pour faire un contrôle de bien-être. Ils ont déclaré aux enquêteurs qu'elle a été traquée et harcelée par un homme nommé Patrick, un installateur de câbles qui avait travaillé dans le quartier de Dana. Il avait installé une fois un câble pour elle et s'était étrangement mis en tête de réussir à sortir avec elle. Dana n'était clairement pas intéressée et le lui a gentiment fait savoir, mais cela n'a pas empêché Patrick de continuer ses avances, quitte à la poursuivre et la harceler. Il laissait des lettres, des poèmes, des fleurs sur sa voiture et à l'extérieur de sa maison. Bref, c'était quelque chose qui faisait énormément peur à cette jeune femme.
Ses employeurs étaient au courant d'une note très effrayante selon laquelle Patrick avait quitté Dana récemment, qui disait qu'il l'avait surveillée. Il a même nommé quelque chose de très spécifique qu'elle avait fait dans l'intimité de sa maison, quelque chose qu'il ne saurait que s'il l'avait vraiment surveillée. L'homme était probablement érotomane, soit les personnes qui sont persuadées de vivre une histoire d'amour avec vous, alors que pas du tout. Bref, cette note a totalement terrifié Dana, qu'elle a d'ailleurs dit à ses amis que si elle était un jour retrouvée morte, haha, c'était sûrement Patrick qui l'avait fait. Elle le disait toujours un petit peu sur l'humour, mais on sentait que cette jeune femme était vraiment inquiète quant à ce que cet homme pouvait potentiellement lui faire. Les enquêteurs ont alors décidé de se renseigner sur les dossiers téléphoniques de Dana, ce qui a confirmé que Patrick appelait constamment la jeune femme ces derniers temps. Voyant qu'il l'appelait beaucoup plus que quiconque ne devrait jamais appeler une autre personne, sans oublier le récit des employeurs de la jeune femme, ils ont commencé à le suspecter. Ils ont également appris d'un témoin du quartier qu'une camionnette blanche a été vue dans la région pendant les heures du meurtre de Dana. Et comme par hasard, la police a appris dans le même temps que Patrick conduit une camionnette blanche. Tout ceci ressemble à une piste solide à suivre et ils étaient clairement en mesure d'obtenir des mandats de perquisition, un pour la fameuse camionnette blanche et un pour sa maison. Sans attendre, les agents se sont rendus à son domicile pour lui signifier le mandat, mais Patrick n'était absolument pas content que les policiers soient présents. Il ne veut pas qu'il entre dans son véhicule ou fouille sa maison, leur criant même qu'il souhaite qu'il parte de sa propriété. Mais quand ils lui ont dit qu'ils sont là en raison du meurtre de Dana Laskowski, le ton de l'homme a complètement changé. Patrick semblait choqué et vraiment bouleversé d'apprendre que Dana avait été tuée, au point où même son attitude avait changé. Directement, l'homme leur a offert son ADN, ses empreintes digitales et un échantillon de cheveux, et a même commencé à répondre aux questions des enquêteurs. Patrick admet être amoureux de Dana et désireux d'avoir une relation avec. Il assume complètement que effectivement, peut-être il est un petit peu trop envahissant dans sa vie, un tout petit peu trop, mais que toutefois, pour le meurtre, il a un alibi. En effet, ce jour-là, l'homme était au travail, a passé du temps avec ses amis, puis est entré chez lui pour se coucher. La police a pu confirmer son alibi et rien n'a été trouvé dans les recherches qui l'a lié au meurtre de Dana. Il n'était finalement qu'un harceleur très flippant, certes, ça reste tout de même illégal, mais ce n'est pas un tueur. Après Patrick est sur la liste des suspects, la prochaine personne à qui les enquêteurs veulent parler est l'ex-mari de Dana, Sam. Heureusement, les triplés étaient avec lui au moment du meurtre, ils sont donc en sécurité, indemnes et n'ont pas eu à assister à la mort violente de leur mère. Au départ, lorsque la police a tenté de parler à Sam, ils n'ont pas réussi à le trouver, ni à le joindre par téléphone, et il n'était pas non plus à son travail. Et en plus de ça, il était parti avec les enfants. Donc, les policiers pensaient que Sam était en fuite, ce qui l'a fait devenir le suspect numéro 1. Peut-être même qu'il s'en était pris à ses enfants et qu'il a décidé de se suicider par la suite. Malheureusement, c'est tout à fait possible. Sauf que pendant que la police essayait de le trouver, Sam les a appelés de lui-même en leur disant qu'il est parti avec les triplés pour le week-end lors d'un voyage au camping. Il n'avait donc pas de réception sur son téléphone portable, et ce n'est donc que lorsqu'il est rentré chez lui qu'il a vu les nombreux messages et appels téléphoniques concernant le meurtre de Dana. L'homme a donc été appelé au poste de police pour y être interrogé, et selon ceux qui ont mené l'interrogatoire, l'ex-mari semblait très contrarié par la mort de son ex-épouse. Il semblait coopératif et répondait à toutes leurs questions, décrivant sa relation avec son ex-femme comme étant cordiale. Évidemment, les choses n'étaient pas parfaites entre eux, c'est tout à fait normal. Ils étaient séparés et vivaient à 3 heures de route l'un de l'autre avec des triplés en commun, mais selon Sam, ils ont fini par trouver leur équilibre. Il a également nié être impliqué d'une quelconque façon dans la mort de Dana, mais les enquêteurs croyaient que Dana avait été tuée à un moment donné entre minuit et 7 heures du matin le 31 août. Et donc, Sam n'était pas encore parti au camping, donc ils essayent d'en savoir un petit peu plus. Selon Sam, la veille du meurtre, il a fait une petite course pour aller chercher de l'essence en laissant les enfants à la maison. Il avait même un reçu pour le prouver, a dit qu'il était resté à la maison le reste de la nuit avec ses enfants, et que le lendemain matin, ils étaient partis pour leur voyage de camping. L'homme a donc un alibi, mais pas un alibi solide. Celui-ci se tenait essentiellement au fait d'être à la maison en train de dormir, avec 3 enfants de 9 ans dans la même maison qui dormaient aussi. Donc finalement, alibi, oui et non.
Sam vivait à environ 3 heures de la maison de Dana, donc même si ça semble un petit peu tiré par les cheveux, ce n'est clairement pas impossible qu'il ait lui-même fait les 3 heures de route pendant que les triplés dormaient, qu'il ait tué Dana, puis qu'il soit rentré chez lui avant que les enfants ne se réveillent. Alors que Sam donnait les détails de son alibi, l'enquêteur a remarqué qu'en plus de ça, il avait des abrasions au genou. Quand ils lui ont posé des questions à ce sujet, il a simplement dit qu'il avait joué au baseball avec les triplés et que, forcément, il a fait une petite chute, il s'est écorché, et voilà, mais rien de plus. Toutefois, la police n'était pas si sûre de cette explication. Ils pensaient que Sam aurait éventuellement pu être en colère que Dana l'ait quitté, et en plus de ça, se soit éloigné de lui à plusieurs heures de route avec leurs enfants, et donc, peut-être qu'il était venu chez elle pour parler des arrangements de garde, ils se sont disputés, et il l'a tué par colère. Donc, malgré le fait que Sam a beau nier avoir tué son ex-femme, la police lui a demandé de fournir un échantillon d'ADN, des empreintes digitales et un échantillon de cheveux. Il était très réticent à le faire, ce qui semble extrêmement louche, et semblait irrité par l'idée qu'il était un suspect dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, n'obtenant rien de plus de la part de Sam et en attendant les résultats, ils ont décidé de regarder de plus près les autres personnes dans l'entourage de Dana. Ils ont alors appris que cette dernière avait un petit ami à distance qui vivait à Vancouver, au Canada. Il s'appelait Michael et le couple s'était rencontré pendant que Dana rendait visite à un ami justement à Vancouver. Ils ont essayé de maintenir cette relation à distance, mais c'était bien sûr très compliqué. Toutefois, ce n'était pas seulement la distance entre eux qui fragilisait cette relation. Selon ceux qui connaissaient très bien le couple, Dana pensait que Michael aimait un petit peu trop faire la fête. Ils ont vécu des vies totalement différentes. Michael était essentiellement célibataire et Dana était une jeune mère célibataire de 3 enfants. Elle avait des responsabilités, des priorités dans sa vie, et Michael, lui, de son côté, aimait surtout s'amuser. Ils se disputaient tout le temps à ce sujet et se séparaient même régulièrement. Au cours de l'une de ces querelles, Dana a fini par avoir une aventure d'une nuit avec un autre homme. La police, naturellement, pensait que cela pouvait être un motif suffisant pour le meurtre, alors ils sont allés direction le Canada pour aller parler à Michael. Encore une fois, ils tombent sur un homme complètement dévasté par le meurtre de Dana. Il était très émotif lorsqu'il parlait d'elle, l'appelant même l'amour de sa vie, et les enquêteurs lui ont donc posé des questions sur la prétendue aventure d'une nuit que Dana a eue et si cela l'avait mis en colère contre elle. Michael leur a dit qu'il était déjà au courant et qu'ils avaient résolu ce problème. Il explique également qu'il a parlé avec elle la veille de sa mort et il dit aussi que la conversation ne s'est pas vraiment terminée comme il le voulait. C'était une conversation étrange et quand il lui a dit qu'il l'aimait, elle ne l'a pas dit en retour. Après avoir accroché le téléphone, cette discussion tournait en boucle dans sa tête encore et encore, il se demandait ce qu'il avait fait de mal, si jamais ils allaient se séparer, s'il était en train de la perdre, donc il a décidé de monter dans sa voiture et d'aller la voir directement. Finalement, peut-être que pour ce genre de discussion, c'est mieux de la voir en face à face que par téléphone. Malheureusement, il n'y est pas arrivé parce qu'il a été refoulé à la frontière américaine. Il avait une question juridique non résolue, de sorte que les agents frontaliers ne lui ont pas permis d'entrer sur le territoire américain ce soir-là. Évidemment, la police a été très facilement en mesure de confirmer cet alibi auprès des services frontaliers, de sorte que Michael avait pour le coup un alibi plus que solide, on est sûr que ce n'est pas l'homme qui a assassiné Dana. Ensuite, l'homme anonyme avec qui Dana a eu une aventure d'une nuit serait également exclu, car il avait un alibi qui le tenait loin, très loin de la scène de crime. C'était donc encore une fois une impasse. Les enquêteurs commencent à être frustrés car chaque personne d'intérêt est exclue l'une après l'autre. Ils ont de nouveau examiné de plus près les autres personnes dans la vie de Dana, encore et encore, les amis et la famille, dont ceux qui ont assisté à ses funérailles. Lors de l'enterrement, un livre, un peu comme un livre d'or, un livre en mémoire a été placé où les personnes présentes pouvaient écrire leurs sympathies, leurs prières ou tout bon souvenir qu'elles ont vécu. En feuilletant le livre, une note en particulier a attiré l'attention des policiers. Elle a été écrite par la nièce de Dana, qui s'appelle Amanda, une jeune adolescente âgée de 17 ans, et on pouvait y lire ceci. « Je suis désolé de ne pas avoir été une meilleure nièce pour toi. 34 jours clean et sobre, c'est tout pour toi. » La partie qui a attiré l'attention des policiers a été les excuses. Pourquoi s'est-elle excusée de ne pas être une meilleure nièce ? Cela leur a fait se demander exactement pourquoi elle devait avoir d'air mort.
La relation entre Dana et sa nièce Amanda a toujours été un petit peu étroite. Les deux femmes étaient deux grandes artistes, alors elles avaient ce petit lien en plus, et Dana était un petit peu comme une deuxième mère pour Amanda. La jeune fille pouvait être décrite comme une adolescente complètement troublée. Elle buvait, prenait de la drogue, traînait avec les mauvaises personnes et faisait très régulièrement des fugues. Ses parents ne la comprenaient pas, alors Dana voulait aider Amanda de toutes les manières possibles. Elle est devenue la tante vers laquelle elle pouvait se tourner pour toute raison confondue, celle avec qui elle pouvait être honnête et dire n'importe quoi. La maison de Dana est devenue un refuge pour Amanda et même finalement pour les amis d'Amanda. Le groupe avec lequel elle traînait était un petit peu spécial sur les bords, mais Dana avait une politique de porte ouverte. Ils étaient tous les bienvenus chez elle. La meilleure amie de Dana, Emily Lowenborg en particulier, y a passé beaucoup de temps. Les deux adolescentes restaient, dînaient et traînaient chez Dana qui a également accueilli Emily dans sa vie en tant que deuxième fille. Dana avait vraiment le cœur sur la main. Et je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Je vous ai déjà parlé de 3 suspects potentiels, en voilà 2 autres. Pour Dana, ça n'avait aucune importance pour elle que les jeunes filles traversaient des moments difficiles ou ne prenaient pas toujours les bonnes décisions. C'était des adolescentes, et pour Dana, le meilleur moyen d'accompagner les adolescents, ce n'est pas de les réprimander, mais justement de les accompagner. On ne peut pas empêcher des personnes de faire des erreurs. Cependant, on peut faire en sorte que ces erreurs deviennent des leçons et qu'ils le vivent d'une manière la moins traumatisante possible. Donc Dana était juste ce genre de personne complètement nourrissante, elle voulait les aider juste en étant là. Et donc, entre Dana et sa nièce Amanda, qui avaient une relation étroite et positive, les enquêteurs voulaient savoir ce dont elle était désolée. Ils l'ont alors convoquée au poste de police pour un interrogatoire, et dès le départ, Amanda a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à sa tante, qu'elle n'était pas là le jour où c'est arrivé. Et donc ça semble déjà vraiment étrange. Elle a parlé de leur relation étroite et de la façon dont sa tante Dana l'avait accueillie, elle et son groupe d'amis, dans sa maison et surtout dans sa vie. Ce groupe était connu sous le nom de Rats du Parc, qui était essentiellement un groupe d'adolescents et de jeunes adultes qui passaient la majeure partie de leur temps à traîner dans les rues et qui avaient souvent des ennuis. Les enquêteurs pensaient alors qu'un membre de ce groupe, potentiellement un ami d'Amanda, aurait peut-être pu être impliqué dans ce meurtre. Ils lui ont demandé s'il y avait quelqu'un dans son entourage, dans le groupe, qui était particulièrement fort pour commettre ce genre de meurtre, et Amanda a donné le nom de Blaine. Blaine avait un passé violent et de longs antécédents criminels d'infractions liées aux armes à feu ainsi qu'à la drogue. Selon Amanda, Blaine avait également été physiquement violent avec elle dans le passé lorsqu'elle avait rejeté ses avances. Donc, dès le départ, ce profil n'est pas beau du tout. Elle a également affirmé avoir vu Blaine le matin où le corps de Dana avait été découvert et qu'il avait des égratignures sur les bras. Pour les policiers, c'est tout de même un petit peu suspect qu'elle ne donne pas cette information jusqu'à ce qu'on lui demande spécifiquement si elle avait une idée de qui aurait pu faire du mal à sa tante. Pour eux, si elle aimait vraiment sa tante autant qu'elle le prétendait, elle aurait dû le dire directement. Elle vient de se faire assassiner, t'as des doutes, tu vas voir la police. Et en plus, entre-temps, Blaine vivait dans un autre état, et la police a eu du mal à le traquer pour un interrogatoire ou a essayé de l'extrader à Washington pour demander un échantillon d'ADN. Ils ont donc essayé une autre méthode, qui est de parler aux amis de Blaine directement, pour voir si quelqu'un savait quelque chose en rapport avec l'affaire, et lorsqu'ils ont pris contact avec un ami de Blaine, qui était maintenant derrière les barreaux, ils ont découvert une toute nouvelle piste. Selon cet ami, ce n'est pas Blaine qui a tué Dana Laskowski, mais Emily Lowenborg, qui avait 17 ans et qui était la meilleure amie d'Amanda, la nièce de Dana. Je vous refais tout le contexte pour être sûr que vous suivez tout. C'était en tout cas la rumeur qui tournait dans tout le groupe. Toutefois, cette déclaration était assez choquante, étant donné que Dana avait traité Amanda et Emily comme si c'était ses propres filles. Comme Amanda, Emily traversait une période difficile dans sa vie, s'éloignant de ses parents et qui luttait contre une mauvaise habitude, qui est celle de prendre de la drogue. On a découvert que le surnom d'Emily est également le mutant, parce qu'elle était incroyablement forte, surtout pour une femme de sa carrure. Alors évidemment, ça n'a rien à voir de sexiste, on ne dit pas que les femmes sont moins fortes que les hommes. Oui, il y a des femmes qui sont bien plus fortes que des hommes, et vu la force que j'ai, je vous assure que les 3/4 des femmes qui me regardent ici ont plus de force que moi, puisque ces jeunes femmes avaient vraiment beaucoup de force. Et justement, très certainement
assez de force pour étrangler Dana à mort sur son canapé. Cependant, la police n'avait rien, hormis la déclaration de cette personne reliant Emily au meurtre de Dana. Alors, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'était d'aller chercher Emily et de l'interroger. Emily était une adolescente arrogante et confiante dans ses réponses à la police, expliquant qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Dana. Pourtant, elle évite tout de même toute question concernant l'endroit où elle se trouvait la nuit du meurtre. Et il y a de quoi, puisqu'elle n'a pas d'alibi et pas d'explication sur ce qu'elle faisait. Persuadés cette fois-ci de tenir un bon filon, lorsqu'ils ont été en mesure d'obtenir un mandat de perquisition pour la maison d'Emily, les enquêteurs s'y sont rendus et ont trouvé 2 articles très surprenants. La première était une chemise noire qui appartenait à Dana. Emily l'avait volée à cette dernière et l'avait même portée à ses funérailles. C'était une chose vraiment étrange à faire et la police pensait que Emily se vantait tranquillement de ce qu'elle avait fait à Dana en portant sa chemise lors de ses funérailles. C'est quand même assez osé. Ensuite, chose la plus importante qu'ils ont trouvée était un journal écrit par Emily. À l'intérieur, sur l'une des pages, ils ont trouvé une liste intitulée « 10 choses que je veux faire avant de mourir ». Et l'un des éléments disait « tuer quelqu'un et s'enfuir ». Emily pensait certes à tuer quelqu'un, mais bien sûr cela ne signifie pas qu'elle l'a vraiment fait. Elle aurait pu plaisanter, se défouler ou simplement changer d'avis. Elle ne restait après tout qu'une adolescente de 17 ans, et on sait comment sont les adolescents, très fluctuants. Mais ensuite, ils sont tombés sur une autre note et comprennent que cette dernière était en colère à propos d'une dispute qu'elle aurait eue avec Amanda. Et les mots employés sont choquants. Je pourrais étrangler cette comme sa tante. Malheureusement, ce n'est clairement pas suffisant pour accuser l'adolescente, alors l'enquête a continué. Les enquêteurs sont partis du principe que si plusieurs membres de ce groupe d'amis savaient qu'Emily avait tué Dana, Amanda était probablement au courant elle aussi, surtout que les filles étaient meilleures amies. L'accusation a utilisé ce détail à son avantage, et elle a menacé d'accuser Amanda de complot, à moins qu'elle ne commence à parler de ce qui s'est réellement passé. La menace a fonctionné puisqu'il s'est avéré qu'Amanda avait plus qu'une simple connaissance du fait qu'Emily avait tué Dana. Selon celle-ci, elle et Emily ont pris de la drogue ce soir-là, et elles avaient besoin de plus d'argent pour obtenir encore plus de substances. Alors, elles sont allées chez sa tante Dana pour lui demander si elle pouvait lui prêter de l'argent. Elles sont entrées par la porte arrière et ont été confrontées à sa tante. Emily a été impolie avec elle, ce qui n'a évidemment pas plu à Dana, qui plus est d'habitude fait toujours tout pour leur bonheur, et elle leur a donc demandé de partir. Dana a doucement touché le bras d'Emily pour la guider vers la porte d'entrée, ce qui n'avait absolument rien de méchant, rien de menaçant, et pourtant c'est à ce moment-là qu'Emily a complètement craqué. Elle s'est jetée sur Dana, la mettant dans une prise de lutte, puis elle a attrapé un morceau de tissu, comme une sorte d'écharpe, et l'a enroulé autour du cou de Dana. Amanda a dit qu'elle ne pouvait pas regarder, alors elle a tourné le dos. Elle a entendu des bruits, elle a entendu Dana se défendre, sa tante était décédée. Les 2 filles ont pris l'argent et sont parties, laissant Dana sur le canapé dans cette position complètement tordue, dans une prise de lutte que Emily avait fait pour pouvoir la tuer en toute tranquillité, alors qu'elle n'avait absolument rien fait si ce n'est que les raccompagner à la porte. En échange de son témoignage, Amanda n'aurait eu aucune condamnation portée contre elle, et ça a été le cas. Cette déclaration de la nièce de la victime était essentielle pour inculper Emily, car la plupart des preuves qu'ils avaient dans l'affaire étaient circonstancielles. Au départ, Emily devait être jugée à l'âge adulte, confrontée à des accusations de meurtre au 1er et au 2e degré, donc elle aurait pu avoir une condamnation de prison assez mémorable, qui du moins l'aurait fait réfléchir durant de longues années concernant ce meurtre. Cependant, le bureau du procureur croyait toujours qu'ils auraient du mal à convaincre le jury qu'Emily l'avait fait, en raison de sa taille et de la force qu'il aurait fallu pour tuer Dana. Puisque voilà, comme d'habitude, toujours les mêmes clichés, les femmes n'ont pas de force, les femmes sont faibles, et donc ce n'est pas possible que cette adolescente ait eu la force d'étrangler cette femme, évidemment. Et donc dans une tournure assez choquante des événements, ils lui ont offert un accord, dans lequel elle plaiderait coupable d'homicide involontaire coupable, ce qui entraîne une peine beaucoup plus légère qu'un homicide volontaire. Emily a alors été condamnée à purger que 6 ans et demi de prison pour le meurtre violent de Dana Laskowski. Et malheureusement, cette affaire s'est juste arrêtée là. Il n'y a pas eu un énorme procès,
pas de bataille juridique, pas de personne qui essaye de sauver l'honneur de Dana, rien. Absolument rien. Emily a été libérée de prison après avoir purgé sa peine, soit 6 ans et demi derrière les barreaux, s'est mariée, a eu des enfants, a changé de nom, et à présent vit une vie tranquille et paisible. C'est horrible pour les proches de Dana de se dire qu'après un meurtre aussi terrible, la meurtrière s'en sort aussi facilement. Et Amanda, qui était sa nièce, qui était témoin, n'a rien fait. Elle n'a eu aucune condamnation, aucun casier judiciaire. Elle n'a rien fait pour sauver sa tante. Elle n'a rien fait pour aller contre sa meilleure amie. Rien du tout. Sa tante, qui je vous rappelle, a toujours été là pour elle, parce que ses propres parents avaient lâché l'affaire parce qu'ils ne la comprenaient pas. Et elle a laissé sa meilleure amie la tuer, déjà mal lui parler, alors qu'elle voulait de base juste lui voler de l'argent. Bref, je trouve ça inconcevable. Je ne comprends pas que cette gamine, d'une part, n'ait rien eu, et qu'en plus de ça, qu'elle n'ait rien fait en l'honneur de sa tante. Je suis désolé, mais pour moi, Amanda avait une énorme part de culpabilité là-dedans, une énorme part de responsabilité plutôt. Elle aurait dû, elle aussi, avoir une condamnation. Elle n'aurait jamais dû avoir un accord comme quoi, voilà, si tu dénonces ton ami, tu n'auras rien. Non, elle était là, elle est complice, et en plus de ça, elle a voulu camoufler le meurtre de sa meilleure amie, qui a tué sa tante, qui encore une fois, Dana était une femme extraordinaire avec le cœur sur la main, qui était là pour tout le monde. Amanda pour sa meilleure amie Emily, pour ses bonnes de potes qui étaient plus louches les uns que les autres, et elle a été tuée. À trop vouloir aider les gens, elle a été tuée. Et je trouve ça vraiment terrible. Et après on s'étonne que les gens n'osent plus être gentils, on s'étonne que les gens gardent toujours une certaine réserve, mais c'est normal avec tout ce qu'on voit. C'est normal que les gens aient peur et qu'ils soient sur la réserve. Et c'est horrible à dire, mais j'espère que Amanda se rappelle tous les jours de ce qu'elle a fait et surtout de ce qu'elle n'a pas fait pour pouvoir aider sa tante. Et c'est donc tout pour l'affaire de Dana Laskowski. J'espère que cette affaire vous aura intrigué et plu. Pour ceux qui regardent l'outro, généralement vous êtes peu, la plupart vous partez avant, je vous comprends. Mais en tout cas pour ceux qui sont encore ici, on va faire quelques changements pour le mois de septembre. J'ai créé une toute nouvelle intro qui franchement je l'adore, et Rudy aussi. Des nouveaux titres. Et question, pour l'intro au début, j'hésite d'une part à enlever le disclaimer, puisqu'on sait que de toute façon personne ne le lit et on suppose que les personnes qui viennent regarder du true crime savent très bien ce qu'elles viennent voir. Donc est-ce qu'on enlève le disclaimer ou non, donc les 8 secondes que vous voyez au début? Est-ce que l'intro, on la change également? Est-ce que vous ne voulez plus d'intro, juste qu'on commence directement par l'affaire? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne 2-3 phrases pour vous mettre un petit peu en haleine, faire l'intro et après continuer à la faire comme d'habitude? Ou juste on continue comme ça, on vous fait toujours une petite intro avec bonjour, haha, c'est nous, on fait telle histoire, abonnez-vous, tout ça. Et après on continue l'histoire. Voilà, c'était juste pour savoir qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous voulez comme changement sur cette chaîne, puisque là ça va être le mois de septembre, on se refait une petite beauté, voilà, Murders Explained se refait une petite beauté, donc si vous désirez quelques changements, si vous avez quelque chose à nous dire, que ce soit par rapport au son, à la lumière, au décor, bref, quoi que ce soit, n'hésitez pas à tout nous dire dans les commentaires, c'est la vidéo, profitez-en. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette affaire vous aura intrigué et plu malgré le fait qu'elle soit vraiment terrible. Personnellement, cette affaire, je la trouve terrible. C'est pas la plus choquante et la plus horrible qu'on ait pu voir sur cette chaîne, mais juste le fait qu'elle ait totalement trahi sa confiance, moi c'est quelque chose qui me fait vraiment de la peine. Donc bref, on ne refera malheureusement pas le monde, donc avant de vous quitter, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant des petits likes juste ici, à mettre des commentaires, même un petit coucou, un petit cœur, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir, ça fait énormément de soutien, alors merci à vous. Et également, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est toujours pas fait, c'est juste ici. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et vous ne louperez plus aucune sortie de nos vidéos. Et sur ces mots, merci à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!